Mesdames et messieurs, attention, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Les résultats vont être donnés. Oui, vos votes. Les 3 propositions concrètes prioritaires choisies par les participants vont nous être données par Benoît Van der Merchel. Mesdames et messieurs, applaudissez. Ouais. C'est magnifique. Wouhou, secrétaire général du Centre d'Action Laïque. On va faire une hola. Non, je rigole. Je te laisse la parole, Benoît. Merci Catherine et rebonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, un choix s'est opéré sur différentes actions concrètes à entamer d'emblée. Et donc ça, elles sont adoptées par votre choix. La première, c'est l'individualisation et l'automatisation des droits sociaux et en évoquant prioritairement le statut de cohabitant. Je pense que c'est un travail important. La seconde, c'est d'évaluer chaque politique sous le prisme de la question environnementale et de la justice sociale. On se rend compte là tout de suite qu'on est évidemment dans des temporalités différentes. Et la dernière, je suis ravi d'ailleurs qu'on la choisisse après le passage de la Ligue d'improvisation Roséa Tchète, sinon ça aurait été l'objet d'un petit peu de moquerie. C'est pas vrai, pas sur le fond, mais sur la forme. Déconstruire le dogme de la croissance, par exemple, en réglementant et limitant les publicités de masse et en mettant en place une éducation permanente et continue capable d'émanciper du néolibéralisme. Voilà donc le choix qui a été opéré. J'attire tout de suite votre attention qu'au-delà de ces 3 choix, de ces phrases, peut-être parfois un petit peu trop longues, il y a quand même tout un travail qui a été accompli durant ces 2 journées et qui sera enrichi évidemment en fonction des échéances futures, notre prochaine convention dans 3 ans, mais également les élections de 2024, puisque vous savez que le mouvement laïque tient toujours à peser sur les choix politiques. Alors, pour ce qui concerne les chantiers prioritaires déterminés cette fois-ci aussi par votre vote, je vais peut-être me permettre d'être un petit peu plus long. On m'a donné un quart d'heure, je vais essayer de prendre 10 minutes. Et je vais surtout essayer de ne pas faire trop de longues phrases, parce que je sais que ce n'est pas vraiment le moment, après ce qu'on a entendu tout à l'heure. Je vais d'abord insister sur le plaisir, moi aussi, de nous retrouver ici tous ensemble. Sylvie a terminé son intervention en parlant de ce droit au plaisir. Oui, il a des facettes multiples, mais je pense que c'est important, en tout cas, d'avoir l'occasion de se retrouver durant ces 2 jours. Et merci à notre régional du Brabant Wallon, qui nous a accueillis en mettant les petits plats dans les grands. Ceci étant, le plaisir des retrouvailles n'élude pas non plus que nous sommes ici pour un moment de sens. Bien. Je ne vais pas m'appesantir sur le fait que nous sommes dans une période complexe. Moi, depuis ma naissance, j'ai le sentiment d'entendre continuellement le mot crise. Cependant, aujourd'hui, force est de constater qu'elle s'accumule, se cumule, s'intensifie, s'enchevêtre. Pandémie, guerre, vie rendue au quotidien impossible pour beaucoup. Christine l'a rappelé, les injustices préexistaient, elles ont été durcies ces dernières années. Avec toujours la même conséquence, le risque d'une colère problématique, pour reprendre là aussi la formule de Christine, et le risque de basculer vers autre chose de peu rassurant, comme l'a mis en évidence notre ami Giuseppe ce matin. Tout cela vient accentuer ce sentiment déjà plus ancien qu'on semble entrer dans une ère où les inégalités assumées, voire même revendiquées, ça a été dit aussi lors du débat, côtoient les libertés à géométrie variable et parfois malades du pouvoir. Je reprends là un titre d'un vieux livre de la Ligue des droits de l'homme. Une ère aussi où l'universalité doit subir la pression de plus en plus forte des particularismes en tout genre et qui s'affiche avec une force retrouvée. Alors, ce n'est pas toujours simple pour nous parce que, de manière générale, ici, dans cette salle, on a une totale incompréhension à l'égard de tout ce qui s'éloigne un petit peu d'un monde qu'on imagine rationnel. Pourtant, ce moment complexe, difficile, nous oblige, parce que, je le répète, nous pouvons peser sur les choix politiques qui seront faits. Mais j'attire ici l'attention de tous. Un des pièges qu'on doit impérativement éviter est que, pour beaucoup, l'avenir rêvé n'est souvent que le retour à un passé idéalisé. Alors qu'au contraire, comme le soulignait Jean Leclerc, plus que jamais, il convient d'apprendre d'hier, de vivre pour aujourd'hui et de construire pour demain. Pour ce faire, j'en viens à la méthode, avant de venir au thème, nous sommes plutôt ici bien lotis.
Parce que comme l'indiquait toujours Jean, on n'a pas de dogme, pas de magistère, pas de catéchisme, pas de hiérarchie. Bref, nous avons les mains et l'esprit libres pour réfléchir, libres, ensemble, et c'est précieux. Car attention, et on le voit vraiment au quotidien, quand on traite les faits comme des opinions, quand on refuse toute norme universelle permettant d'établir la vérité dans les domaines du droit, de la science, de la recherche ou du journalisme, le monde devient un lieu où le mensonge peut très vite devenir vérité. Or, une collectivité qui est dépourvue de moyens pour déceler le mensonge, elle ne peut en réalité être libre. En passant donc vite le cours de philo de citoyenneté dans toutes nos écoles. Parce qu'une vision pauvre conduit à une pensée pauvre, notre mouvement laïque, lui, demeure résolument partisan du débat d'idées dans le respect des personnes. Notre démarche, et on l'a vécu ici pendant 2 jours, elle fait droit à la complexité du réel en s'appuyant sur l'esprit critique et le doute fécond, plutôt que sur le cynisme et la défiance généralisée. On parlait hier de l'art du débat serein. Bref, en restant ouvert et curieux plutôt qu'en se satisfaisant de dogmes dans l'air du temps. Et il y a un poète, Tennyson, qui a écrit « Croyez-moi, il y a plus de foi dans un doute honnête que dans la moitié des dogmes ». D'ailleurs, un autre avantage pour nous appuyer sur la raison et la science, contrairement à d'autres, par exemple les religions, ça nous permet de nous déjuger sans nous discréditer. Attention cependant, dernier point sur la méthode, et ce qui fait la spécificité de l'action laïque. Sébastien est revenu sur le principe du libre examen tout à l'heure qui permet la science. Avoir mis, on a discuté hier, notre nouvelle définition, explicitement le principe du libre examen, ce n'est pas rien comme exigence. Car comme l'a si bien expliqué Lucia de Brocaire, le libre exaministe, il s'engage à parler et à agir. Il ne peut se contenter, comme certains le voudraient, de rechercher sa vérité. Il doit avoir le courage de la dire, de la défendre. Il doit être dans la mêlée et non au-dessus d'elle. Les enjeux sont face à nous. Plus que jamais, il est temps de rassembler, d'être dans la cité, pas du tout en se contentant de dénoncer, mais en anticipant, en proposant, comme aujourd'hui. De l'action donc. On a entamé nos travaux hier en parlant de laïcité. C'est à la fois notre objet social et en même temps le fil rouge qui permet toutes les articulations possibles dans tous les thèmes qui ont été retenus pour cette convention. On l'a vu lors du dernier débat. Cette convention n'est absolument pas un aboutissement. C'est bien uniquement une étape dans notre travail qui nous mènera dans 3 ans et aux élections de 2024. Je voudrais ici, avant de revenir sur ces choix, vous remercier tous d'avoir participé, non pas seulement aujourd'hui, hier, mais depuis décembre dernier, à ce vaste processus, je vais oser le mot, d'éducation permanente, qui a pour objectif de laisser une place à chacun. C'est important. Et merci aussi à tous ceux qui ont pu travailler dans les différents ateliers. Je n'ai entendu que des échos positifs sur le professionnalisme des équipes, sur la méthode participative et un exercice de démocratie à la base, comme l'a signalé à juste titre Jean tout à l'heure. Avant cependant d'entériner les choix que vous avez opérés et qui vont déterminer en termes d'orientation les années de travail à venir, permettez-moi encore une fois de rappeler que notre volonté n'est pas d'être dans l'incantatoire, mais bien dans l'action. Et que ce que l'on va citer comme thème, ce n'est pas parce que notre mouvement laïque est défenseur des causes perdues, il est bien le défenseur des causes que nous pensons justes. Je reprends ici le mot utilisé par Christine Mailly tout à l'heure. Et je précise également que forcément, faire un choix, ce n'est pas renoncer, c'est juste dans notre travail prioriser. Les nouveaux défis que nous allons aborder, ils ne remplacent pas les autres, ils se superposent et nous obligent davantage. Alors, les choix opérés, je ne vais pas être très long, c'est d'abord et avant tout la question de la pauvreté et de la cohésion sociale, la question de la lutte contre toutes les atteintes à l'environnement et la lutte contre les extrémismes. Il y a donc une aspiration de la laïcité assez forte pour entrer dans ces combats-là. Néanmoins, dans tous les débats, on a pu voir à quel point les droits humains sont un levier à utiliser pour transformer notre société et que la question de l'égalité homme-femme, elle traverse tous ces thèmes qu'on a pu aborder. Et des débats, je suis passé dans beaucoup d'ateliers, j'ai pris le temps de discuter avec beaucoup d'entre vous, mais tout ça pointe aussi le souhait d'avoir un mouvement qui ait une véritable action décentralisée de
tous ces acteurs et au plus près des citoyens. On a parlé des maisons de la laïcité, elles ont un rôle essentiel. Tout cela aussi avec un objectif qui est celui de l'intérêt général et en pensant aux générations futures. C'était François Daoud qui, dans un atelier, parlait d'une nécessité transgénérationnelle de voir bien derrière nous et que c'était même repris dans une certaine jurisprudence de Cour suprême. Je vais commencer par les atteintes à la lutte contre les atteintes à l'environnement. C'est sans surprise, évidemment, après les mois qu'on a pu vivre, et avec beaucoup de sagesse, que cette question recueille nos suffrages. Comme l'a rappelé Sébastien, quelle que soit notre condition, nous sommes tous habitants de la même terre. Cette dernière, il l'a dit, elle nous survivra de toute façon, sans doute autrement. Ce n'est pas le cas de nous, les êtres humains, et de la faune et la flore qui nous entourent. Ce sont de nos conditions d'existence que l'on parle, et cela impose une mobilisation. Cependant, il s'agit là aussi, sous ce thème, d'arriver à apporter un plus par rapport à d'autres qui travaillent déjà ce thème, et de ne pas rester dans les constats, mais d'être capable de se projeter, d'anticiper ce qui va arriver. Un thème qui n'a pas été abordé, c'est celui des migrations. Nous devons pouvoir imaginer effectivement ce qui va se passer avec des déplacements forcés de population à cause d'un dérèglement climatique. Nous devons arriver à proposer des pistes qui ne devront pas spécialement amener à une diminution d'un confort de vie, mais qui doivent arriver à apporter un équilibre entre ce qui constitue les valeurs protégées par le droit, comme disait Olivia tout à l'heure, les valeurs de liberté, d'égalité et de solidarité. Ceci étant, on le sait, les conséquences du dérèglement climatique frappent davantage les catégories les plus pauvres de notre population en Belgique et dans le monde. Ça fait donc un lien, puisqu'on a parlé de lien entre ces deux thèmes, avec le premier thème, publicité, la pauvreté et la cohésion sociale. La raison d'être duquel elle se retrouve là-dedans, Hervé l'a rappelé avec talent hier, les libertés et les droits fondamentaux n'ont pas grand sens si le niveau d'inégalité que nous connaissons aujourd'hui demeure. Ils n'ont pas grand sens non plus si les discriminations, corollaires de l'égalité, ne sont pas activement combattues, et il n'y a pas d'égalité non plus sans des politiques de solidarité. Et la laïcité organisée, elle est déjà active. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de notre mission d'assistance morale laïque, c'est précisément d'aider les personnes à retrouver le bien-être afin de pouvoir trouver leur satisfaction ici et maintenant. Ce, dans une démarche fondée sur une relation d'égalité et de reconnaissance de chacun comme individu. Ce n'est pas assez. On peut aider individuellement, il faudra faire plus collectivement, structurellement et de manière durable. Oui, je peux oser les mots, et de dire qu'effectivement, mettre des emplâtres sur des jambes de bois, ça ne suffira pas. Il faudra donc arriver à la durabilité, à des droits d'évidence, comme le disait Christine Mailly tout à l'heure, si on veut arriver à changer les choses, non pas en un coup, mais en réalité pour éviter que ça se représente. Lutte contre les extrémismes, tout ce que je viens de citer, c'est évidemment, le terme a été utilisé aussi pendant le débat, un cocktail détonnant. Oui. Outre la précarisation galopante, ce qu'il faut peut-être aussi mentionner, et François Daoud l'a fait hier, ce qui doit retenir l'attention de tous ceux qui sont attachés au principe de l'état de droit, c'est l'intensité, la régularité et la durée des atteintes portées à ces derniers depuis plusieurs mois, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de la lutte contre la pandémie. On a habitué les gens à une gestion autoritaire des crises et à une gestion surtout verticale. Tout cela constitue un terreau fertile pour les extrémismes, et il y en a beaucoup qui nous le rappellent de nombreuses fois. Je salue d'ailleurs le président du comité R, qui l'a fait courageusement et publiquement. S'y ajoute aussi ce qu'on a appelé tout à l'heure la perte de confiance, à savoir cette distance entre politique et citoyens. Ce n'est pas sans danger, comme l'a rappelé Giuseppe ce matin. Face à cette colère qui gronde, il nous faut réenchanter la politique, une politique qui souvent est injustement vilipendée alors qu'elle est indispensable. Réenchanter, le mot avait été aussi utilisé. On n'est pas extrémiste, on le devient peu à peu, et si les extrémistes avancent, c'est parce qu'ils ne rencontrent en fin de compte pas assez de résistance. Et à cet égard, il faut se méfier aussi de tout ce qui permet de dédouaner, le mot a été utilisé, une extrême droite par certains, et surtout ceux qui se lancent un peu partout en Europe, c'est encore limité à la Suède, à l'Italie, dans des coalitions pour le moins hasardeuses et dangereuses. Notre mouvement devra donc répondre avec force contre tous les extrémismes et toute forme, souvent religieuse, il faut le dire, de prosélytisme. Mais pour cela, il faudra être efficace et sans doute que ce sera un
un des gros chantiers avec les territoires de la mémoire, c'est d'arriver à sortir cette feuille de route. D'une manière ou d'une autre, ce que nous continuerons à faire, c'est aller à la rencontre de tous, en faisant le pari de l'intelligence et des vertus du débat contradictoire, tant qu'il se déroule dans le respect des personnes. Pour travailler tous ces thèmes, on ne va pas perdre de vue non plus que l'Europe est incontournable. Il y avait hier une réunion du réseau laïque européen. L'Europe à la fois comme espace de positionnement et surtout comme outil. Et nous n'oublierons pas non plus l'impérieuse nécessité de travailler avec nos amis du nord du pays. Et puis, en réalité, il y a tout plein d'outils, il y a une foule d'outils que l'on doit mobiliser. L'école, certainement, elle a la réponse à quasiment tous les problèmes que l'on, même si on se met là dans l'idée que le temps est une construction, elle a la réponse à tous les problèmes que l'on a pu citer. La science, elle a été également mentionnée, la culture et les services publics dont chaque crise démontre encore une fois la nécessité. Voilà, c'était 3 thèmes qui se dégageaient déjà au mois de janvier avec les droits humains au moment du vote sur le questionnaire qui avait été soumis à l'ensemble des membres et sympathisants du mouvement. Alors, chers amis, avant de conclure et après tout ce que j'ai pu dire, je vais être un peu paradoxal en rappelant avec force et vigueur que nous avons aussi un devoir d'optimisme. Et là, je reprends ce que disait Olivia. Et il est vraiment urgent de reprendre nos outils parce que plus qu'à la morosité, c'est bien à l'action que nous appelle la situation. La passivité des résignés, elle est pire que la tyrannie des maîtres. Certes, on peut avoir parfois le sentiment d'être seul, confronté à un mur qu'on ne parvient pas à ébranler. Mais bon, outre le fait que se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps, nous savons aussi, ici, au sein de ce mouvement laïque, que nous sommes surtout efficaces, avant tout efficaces, dans l'action collective. Isolés, nous ne pouvons rien. Par contre, il y a à embrasser une dynamique collective, comme nous le suggérait Olivia tout à l'heure. Et il est là, dans notre rôle dans l'action collective, reconstruire du sens, des utopies, et en être porteur en traçant un chemin pour les rendre réels. Chers amis, plus que jamais, nous avons un devoir de nous tenir droit en affirmant notre inébranlable choix de vivre à notre guise et de perpétuellement réinventer le monde en nous moquant de tous ceux qui veulent nous réserver une vie faite de méfiance systématique et d'effroi. Notre sort sera en partie lié à nos choix. Ici, ils ont été faits. Je vous propose donc de prendre dans votre lafarde qui vous a été confiée le petit signet de couleur et, si vous le souhaitez, à main levée ou en agitant ce petit signet, d'adopter comme plan d'orientation pour les actions futures du CAL pour les années à venir la lutte contre les atteintes à l'environnement, la pauvreté et la cohésion sociale et la lutte contre les extrémismes. Ah, je suis le seul à voir cette... magnifique, ça donne très bien. Eh bien, je pense que je ne vais pas compter les voix ou les bras agités, mais en tout cas, je me réjouis à la fois du travail effectué et du choix qui est opéré cet après-midi. Merci à vous.